Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans Et Dieu dans tout ça, enregistré en public au Collège des Bernardins. J'ai le plaisir de recevoir Trinh Xuan Xuan, Alexandre Jolien et Anne d'Ambricourt. Trinh Xuan Xuan, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien. En 2004, vous avez découvert la plus jeune galaxie grâce à des observations que vous avez réalisées avec le télescope Hubble. Et vous écrivez de nombreux ouvrages scientifiques accessibles au grand public, dont La Mélodie secrète, Le Lotus et le Cosmos, et plus récemment, Face à l'univers, aux éditions Autrement, où vous avez convié 8 personnalités qui s'interrogent avec vous sur la place et le rôle de l'homme et l'incroyable harmonie du cosmos. Parmi ces personnalités, on retrouve, entre autres, Edgar Morin, Mathieu Ricard et Jean-Marie Pelt. Alexandre Jolien, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et écrivain. Vous êtes l'auteur de L'éloge de la faiblesse qui a reçu le prix de l'Académie française qui a reçu le prix de l'Académie française, et de Petits traités de l'abandon, pensés pour accueillir la vie telle qu'elle se propose. Et votre dernier livre s'intitule Vivre sans pourquoi, itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée. C'est édité aux éditions de l'Iconoclaste Seuil. Et votre livre comporte un CD que vous avez enregistré et qui s'intitule Vivre sans pourquoi, exercices et leçons au jour le jour. Anne d'Ambricourt, bonjour. Bonsoir. Vous êtes paléoanthropologue chargé de recherche au CNRS. Vos études portent sur les origines embryonnaires du redressement du système nerveux dans la lignée humaine. Je n'ai pas très bien compris, mais vous allez nous expliquer. Je le lis tel quel. On reprendra lentement. On reprendra lentement. Et vous faites partie du collectif d'auteurs pour le livre Les sciences face à la création aux éditions de l'Emmanuel et presse universitaire de l'ICES. Et vous êtes aussi l'auteur de La légende maudite du XXe siècle, l'erreur darwinienne, aux éditions La Nuée bleue. Trinh Xuan Xuan, d'abord, parlons de direction. Et on en reparlera, bien sûr, avec Anne d'Ambricourt et avec Alexandre Jolien aussi. Est-ce que l'évolution de l'univers a une direction ? Oui, certainement. L'univers évolue du plus simple au plus complexe. Vous savez, maintenant, la théorie scientifique qui décrit le mieux toutes les observations de l'univers est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. On pense que l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et condensé, qui donc a explosé. Une explosion silencieuse d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas d'atmosphère à ce moment-là, donc il n'y avait pas l'atmosphère pour propager le son. Mais en tout cas, l'univers s'est dilué depuis cet instant, donc il y a 13,8 milliards d'années. Et au fur et à mesure de sa dilution, l'univers s'est refroidi, parce qu'il était plus chaud que tous les enfers de Dante au début, donc 10 puissance 32 degrés Kelvin, 1 suivi par 32 zéros, vous voyez, des températures inimaginables. Mais donc après 13,8 milliards d'années maintenant, il s'est refroidi à une température de 3 degrés Kelvin, qui est donc moins 266 degrés centigrades. C'est la température que mesurée dans l'espace entre les galaxies. Et l'espace entre les galaxies se dilue de plus en plus. Et donc, ce refroidissement permet donc d'accéder à la complexité. Parce que vous savez, en physique, grande température signifie des mouvements violents. Et quand il y a beaucoup de mouvements violents, toute structure qui se construit est détruite par les collisions. Et donc, il faut prendre son mal en patience et attendre que le temps passe, que l'univers se refroidit pour que les structures de plus en plus complexes se fassent. Et donc, l'univers est parti d'un vide. D'un vide. D'un vide rempli d'énergie. Hein. Le vide n'est pas le vide. C'est pas le vide. Le vide néant, comme nous l'imaginons tous, mais un vide rempli d'énergie qu'on retrouve, une notion d'ailleurs qu'on retrouve dans le bouddhisme, le taoïsme, etc. Oui, c'est pas le néant, le vide, c'est ce que vous nous dites. C'est pas le néant, exactement. Et donc, cette énergie va générer toute la matière qui est maintenant dans l'univers. Parce que énergie égale matière, ça, c'est ce que Einstein nous a appris. Et donc, la matière va surgir, la matière, antimatière, elles vont s'annihiler, mais finalement, c'est la matière qui va prendre le dessus, parce que nous vivons maintenant dans un univers de matière. Les protons et les neutrons s'assemblent pour former des atomes des molécules, les molécules donc, les atomes, pendant les 3 premières minutes de l'univers, il n'y aura que des atomes d'hydrogène et d'hélium qui se sont formés. Et en fait,
ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale de l'univers s'arrête là. En fait, il n'y a pas d'élément plus lourd que l'hydrogène et l'hélium jusqu'à l'an 380 000, en fait, après le Big Bang. Est-ce qu'il a une direction, du coup, l'univers? Oui, Est-ce qu'il il prend quoi comme direction? Il va vers où, en fait? Vers la complexité, je vous ai dit, de la simplicité. Oui. Au début, c'était un vide. Ouais, mais il va vers la complexité. Ouais. Oui, complexité, donc étoile, qui va mettre... où la chimie nucléaire, dans cette étoile, va former tous les autres éléments, en dehors de l'hydrogène et l'hélium, des 4. On connaît 92 éléments stables qui fabriquent la complexité, la beauté, l'harmonie de l'univers. Et donc, ce sont les étoiles qui font ça par la fusion nucléaire, soit dans leur cœur ou soit dans leur mort explosive qu'on appelle les supernovas. Et il est en accélération, ça c'est intéressant. L'univers est en accélération. Oui, bien sûr. On a cru longtemps que c'était en décélération et c'est au contraire en accélération. Oui. Donc cette expansion, donc le Big Bang, donc qui a provoqué cette expansion de l'univers, on pensait très longtemps que c'était en décélération, parce que vous savez, la matière, je vous l'ai dit tout à l'heure, la matière est générée de l'énergie primordiale. La matière exerce la gravité. La gravité, donc, par exemple, c'est cette force qui nous retient sur la Terre, empêchant que nous flottons dans l'espace, donc elle est attractive, elle nous attire vers le centre de la Terre. Et donc dans l'univers aussi, elles s'attirent les unes les autres, et donc les choses devront décélérer. C'est comme si vous appuyez sur le frein de votre voiture. Mais en fait, en 98, deux équipes d'astronomes, en voulant mesurer la décélération de l'univers, découvrent au contraire que l'univers est en accélération. Donc, au lieu d'une force gravité attractive, on découvre une force antigravité répulsive. Donc ça, c'était un bouleversement extraordinaire qui nous a fait de nouveau réfléchir, nous astrophysiciens, donc, sur la nature de cette force antigravité qui, pour faute de plus d'informations, nous appelons énergie noire, en fait. Oui, parce qu'on ne sait pas, en fait. Oui, on dit noir parce qu'on ne sait pas. Oui, c'est ça. Et qui constitue comme quelque chose comme les 3/4 du contenu en énergie et masse de l'univers. Donc, c'est beaucoup. En fait, nous ne connaissons rien de 90 à 95% du contenu de l'univers. Enfin, malgré toute notre connaissance, nous avons encore bien du pain sur la planche. 99% reste un mystère. 94. Donc, 94, pardon. Oui, faut être précis. Oui, parce que nous savons l'univers lumineux. Parce qu'en fait, moi, je le définis comme cueilleur de lumière. Mon boulot consiste à aller dans les observatoires et capter la lumière du cosmos. Et cette lumière, donc, nous apporte... C'est un code cosmique qui nous apporte des nouvelles donc, du cosmos et donc me permet aussi de remonter le temps. Et donc, parce que la propagation de la lumière n'est pas instantanée. Vous voyez, elle met du temps pour parvenir. Donc, nous voyons... Nous voyons le passé, en fait. Oui, nous voyons toujours le passé. Même vous, ou l'audience, je vois une fraction de seconde après. Je ne vois jamais à l'instant présent. Alors, dans l'univers, c'est encore pire, vous voyez. Donc, je vois la Lune un peu plus d'une seconde après, la lumière du Soleil 8 minutes après, la plus proche étoile 4,3 années après, la plus proche galaxie, qui est Andromède, semblable à la Voie lactée, 2,3 millions d'années après. C'est-à-dire la lumière qui parvient maintenant d'Andromède est partie quand le premier homme marchait sur Terre. Vous voyez, donc, c'est ce que Anne va parler tout à l'heure de ça, probablement. Mais voilà, donc, vous voyez, et de fil en aiguille, donc, en construisant des télescopes de plus en plus grands, je vois de plus en plus loin, donc de plus en plus tôt. De plus en plus dans le présent, finalement. Non, je vois maintenant ce qui se passait dans le passé. Vous voyez, donc, si je vois très, très loin, je peux remonter le temps. Avec un plus grand télescope, maintenant, on peut remonter le temps de, disons, 12 milliards d'années-lumière. 12 milliards d'années. Donc, puisque l'âge de l'univers est environ 14 milliards d'années, donc on remonte à 1 ou 2 milliards d'années après le Big Bang. Vous voyez? Et donc ça, c'est par exemple avec Hubble. Le successeur de Hubble va être lancé dans 3 ans, 2018. Et on pense remonter le temps encore 1 milliard d'années, donc arriver jusqu'à 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc voir en direct
la naissance des premières étoiles, les premières galaxies. Donc ce sera fabuleux, vraiment. Oui. Et puisque l'univers a un début, enfin on le pense avec le Big Oui. Bang, que Oui, c'est l'univers ça. a un début. Oui, je pense avec les lois connues maintenant, on peut extrapoler en arrière. On ne peut pas remonter jusqu'au temps zéro, hein, donc, parce que bon, il y a un mur de la connaissance. Parce que pour l'instant, les deux théories qui sous-jacent toute la connaissance en astrophysique, c'est donc pour l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique, et pour l'infiniment grand, c'est la relativité générale d'Einstein. Et ces deux théories sont nées en même temps, il y a un siècle environ, mais pour l'instant, elles ne semblent pas s'accorder. En fait, donc chacun agit dans son domaine, mais dans le cas de l'univers, par exemple, vous voyez, c'est l'infiniment petit qui a généré un infiniment grand. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé au début, il faut unifier les deux théories, la mécanique quantique avec la relativité générale, pour produire ce qu'on appelle une théorie de gravité quantique. Les physiciens travaillent d'arrache-pied pour produire cette théorie, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de théorie vraiment convaincante pour expliquer ça. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas remonter jusqu'à l'origine encore. On peut remonter jusqu'au temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes. Vous voyez, donc le chiffre 1 survient après 43 zéros. Vous voyez, c'est comme un très fameux mur, c'est ça, le fameux le mur, mur de connaissance, le mur de Planck. Voilà. Et on pense donc, mais ce qui se passe avant le mur de Planck, on ne sait pas vraiment. Alors, il peut ne avoir même pas de début, d'ailleurs, ou un temps infini après. Et puis, avant le Big Bang, n'aura même pas de sens, parce qu'on pense que le temps et l'espace qui sont créés en même temps que le Big Bang n'étaient pas créés. Alors, s'il n'y avait même pas le temps, comment parler d'un avant le Big Bang? Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont très difficiles encore, et dont la science n'a pas encore de réponse. Est-ce qu'il aurait une fin, l'univers? Pour l'instant, oui. Enfin, vous voyez, là, je vous ai dit tout à l'heure que l'univers a une expansion accélérée. Accélérée. Donc, l'univers, l'expansion va aller de plus en plus vite. C'est comme si vous allez dans votre voiture, au lieu d'appuyer sur le frein, vous appuyez sur l'accélérateur. Votre voiture va de plus en plus vite. Et donc, il y aura de plus en plus d'espace dans l'univers. Il va se refroidir de plus en plus. Et à terme, toutes les étoiles vont mourir. Parce que, bon, en fait, vous voyez, l'énergie des étoiles provient donc de la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Et donc, par exemple, notre Soleil, notre astre de vie, dans 4,5 milliards d'années, il aura épuisé son carburant d'hydrogène et donc il ne brillera plus. Donc, aucune vie sera plus possible sur Terre à ce moment-là. Mais dans le vaste univers, toutes les étoiles, donc à terme, dans des milliards d'années, bien sûr, des milliers de milliards d'années, vont épuiser leur carburant d'hydrogène. Et donc, l'univers va devenir de plus en plus sombre parce qu'il n'y a plus de sources d'énergie et de lumière et de plus en plus froid. Voilà. Merci, Trinketon. Je vais justement demander, parce qu'on parlait de la direction, hein, mais là où ça va, hein, parce que je reviendrai sur les doubles sens que peuvent avoir la direction. Et est-ce que Anne d'Ambricourt, et puis on entendra bien sûr Alexandre, est-ce que l'évolution de l'homme a une direction? On a parlé de l'univers là, et l'homme. Il a une direction, lui, dans son évolution? Il va quelque part? Nous, tel que nous sommes ici et maintenant, on est le résultat d'une évolution. Et la question que vous posez, c'est est-ce que cette évolution s'inscrit dans une flèche du temps? Oui. Alors, dans une progression, au sens progrès du terme. Dans une progression, dans une orientation. Moi, je vous réponds, j'ai dit direction, pas orientation. Une direction, oui. Il y en a une. Oui. Est-ce qu'on parle de la même direction? Je ne sais pas. C'est de ça dont on peut discuter. Moi, je vous réponds oui sur l'observation des faits. Et parfois, c'est surprenant de dire qu'on s'inscrit dans une direction, puisque on interprète en général la flèche du temps et l'homme s'inscrivant dans une flèche du temps comme un point de vue plutôt finaliste. Alors ça, c'est une conception qui n'est pas scientifique. Finaliste, c'est-à-dire? Finaliste, il y a une finalité. Il y a une finalité, d'accord. L'univers a une finalité, la vie a une finalité, l'univers est gros de la conscience, ce que dit Trinketon aussi, c'est vers la complexité. Plus le système est complexe dans son organisation, plus il va être conscient, et conscient de lui-même à notre stade. Donc moi je vous réponds oui sur la base des faits. Mais c'est une question, là quand vous me la posez, moi je l'aperçois d'un point de vue scientifique. Oui. Je ne l'aperçois pas du point de vue métaphysique. Non. Voilà.
Maintenant, puisque je vous confirme que sur l'observation des faits, nous nous inscrivons dans une flèche du temps qui est étroitement liée à celle de l'univers, c'est-à-dire des étapes de complexité croissante. C'est pas moi qui l'invente, c'est connu depuis au moins Pierre Teilhard-de-Chardin. Il y a une fondation au Muséum national d'histoire naturelle pour baser et asseoir sa recherche. Je m'inscris dans cette tradition-là de recherche. Eh bien, oui, si nous nous posons la question après métaphysique, elle émerge de cette direction. Elle est liée à cette direction. Je vous écoute. Pardon, pardonnez-moi. Voilà. Ensuite, la question qui est posée dans l'ouvrage de Trine. Face à l'univers, c'est face à l'univers. Est-ce que nous sommes face à des multinivers, c'est-à-dire le hasard, ou au contraire, cet univers qui est le nôtre et duquel nous émergeons, il a en lui-même un questionnement qui est son origine, et ce questionnement est porteur de révélation, de compréhension de nos liens avec cet univers. Enfant des étoiles, oui. Poussière d'étoiles, oui. Matière vivante, oui. Matière animale, oui. Matière consciente, oui. Et capable de se poser des questions, d'être dans la contemplation, devant des questions aussi plus difficiles. Est-ce que tout cela a vraiment un sens? Il y a des raisons parfois d'en douter. Donc tout est légitime. Et la contribution du paléanthropologue, c'est d'apporter des éléments disons, positifs, de questionnement. Oui, on peut continuer de se poser des questions sur notre place dans l'univers. Alexandre me demandait tout à l'heure si je crois que nous descendons du singe. Donc, ouais. Si pas la question. La question. Ouais. Et alors, ce n'est pas une question de croyance. C'est que pour moi, ça fait 30 ans que la question me travaille. Et oui, on descend d'une succession de primates. Et la grande question, c'est comment. Après, on va avoir des débats, des désaccords. Mais sur le fond, lorsque tu dis qu'il y a une orientation dans l'univers et que cet univers, à mesure qu'il se complexifie, gagne en conscience et que cette conscience, elle se manifeste au maximum chez nous, tu as raison de le dire, tu as raison de le conclure et de considérer que si on est capable de contemplation et de se dire il y a quand même une harmonie au-delà de tout ce qu'on peut regretter, cette question, elle a du sens en elle-même, elle est fondée. Il ne faut pas se désespérer. Oui. Là, vous voulez dire oui, Trinh Xuan Xuan. Et puis. Oui, je voudrais dire que en fait, mon argument s'applique non seulement à l'homme, mais à toute forme de conscience dans toutes les autres planètes aussi. Donc, E.T. fera parfaitement l'affaire aussi, pas seulement l'homme. Oui, c'est ça. Oui. Oui, ils sont peut-être en train de débattre des mêmes questions que nous et se dire il y a peut-être une petite planète bleue quelque part qui se pose les mêmes questions. Nous, astronomes, essayons de trouver d'autres planètes et d'autres formes de vie consciente, intelligente dans d'autres planètes, bien sûr. Mais ça, c'est un domaine très actif, la recherche. Oui. Mais alors, admettons qu'on trouve ces individus, ces autres organismes conscients. Ça posera la question. Comment se fait-il qu'il y ait cette convergence, cette capacité sur des planètes très différentes, très éloignées, peut-être dans d'autres galaxies, d'arriver à la même question. Est-ce que ça peut être le fruit du hasard? Est-ce que c'est des mutations accidentelles? Est-ce que c'est... Il y a forcément à ce moment-là... Intellectuellement, honnêtement, il faut se poser la question. Il faut aller plus loin que nos schémas, nos modèles, hasard, nos modèles. Nos modèles, oui. Ça enferme la pensée, les modèles, Anne d'Ambricourt? C'est utile. Mais est-ce que ça enferme pas la pensée? C'est un outil de travail et le chercheur est là pour questionner. On passe plus de temps à poser des questions qu'à trouver des réponses et faire des découvertes. Les découvertes sont très rares. Donc on a besoin de modèles. Le modèle, on est enfermé quand on n'a plus le droit de dépasser le cadre. Lorsqu'on est encadré, en touchant les limites, on observe quelque chose de nouveau, d'inconnu, et puis on s'autorise à aller plus loin. Si on doit être cadré, s'il faut rester dans un paradigme, ça n'est plus un paradigme, ça devient un dogme, ça devient une doctrine. Et on n'est plus dans le domaine de la science. Donc oui, il faut les modèles comme outil de travail. Il faut savoir qu'un modèle, c'est un modèle, ça n'est pas la réalité. Et que la science se donne une rigueur. Il faut respecter cette rigueur. Ça n'est pas toujours facile quand on travaille sur nos origines, mais c'est quand même le fil directeur sur lequel on peut se baser et s'appuyer. Donc en fait, vous rejoignez, vous avez pris le terme de direction plutôt dans le terme du sens. L'évolution de l'homme
Sens géométrique? Non, dans le sens, là. Dans la signification, alors. Dans la signification. La signification. Puisque vous avez même parlé de la conscience en rejoignant Trinh Xuan Xuan. Oui, cette conscience qui se pose la question, est-ce que nous avons une signification? Dans cette évolution. Dans cette évolution. Comment se fait-il que nous soyons capables de nous poser cette question? Cette capacité... C'est le hasard, peut-être. Pas que ça, bah oui. Est-ce que nous la posons par accident, par hasard, et après tout, la question en elle-même n'a pas de sens? Alors, pour répondre à votre question, il y a deux directions. Il y a la direction observée dans les changements de forme. C'est ce redressement, cette phrase barbare que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui est en jeu? Oui, il y a une direction. Quelle est l'origine de notre redressement? Nous sommes redressés. Nous ne sommes pas des bipèdes, nous sommes verticalisés. Tout notre système nerveux est verticalisé. D'où vient cette verticalité? Ça, c'est ma contribution depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai observé ici au muséum qu'en réalité, ce n'était pas la volonté de se redresser. Ça, c'est Lamarck, c'est Darwin avec les connaissances de leur temps. C'est une toute autre interprétation, c'est une toute autre observation. C'est le développement de l'embryon. Le développement de notre système nerveux. Ce n'est pas uniquement le cerveau, c'est tout le système nerveux, c'est le cervelet, c'est tous les capteurs. Et donc, cette acquisition de la verticalité, ce n'est pas dû à un changement du climat dans le sens « il faut se redresser », c'est dû à la complexité croissante de l'information nécessaire au développement de l'embryon. Donc on retrouve complètement Teilhard de Chardin, qui a parlé de la complexité croissante du cerveau. En fait, ça s'applique à l'ensemble du système nerveux. Et tous nos capteurs, nos yeux, tout ce qui nous permet de percevoir les informations et après de les analyser, d'en être conscient, tout cela vient de cette mécanisme, cette logique interne. Je parle de logique interne. Je ne vais pas parler de... Je reste en science, je ne parle pas de finalité. J'observe bien une direction. Et parce qu'il y a cette complexité croissante continue, elle se canalise sur le développement du système nerveux de l'embryon, eh bien, il y a des phénomènes de redressement. Et tout ça a pris 60 millions d'années. Pourquoi est-ce que ce processus ne s'est jamais arrêté alors qu'il y a des seuils, il y a des ruptures? C'est la question sur laquelle je travaille. Mais c'est un fait. Rien n'a jamais dévié cette direction. Et depuis... Et cette direction, comme pour l'homme et comme pour l'univers, puisque Trinh Xuan Xuan l'a dit souvent, n'est pas liée au hasard. C'est une définition. Qu'est-ce que c'est le hasard? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le hasard? Puis on passera la parole à Alexandre pour qu'il nous synthétise. On ne peut pas dire ça. En science, on ne peut pas dire ça définitivement. Je pense que le hasard est la nécessité, pour reprendre les termes que Monod a utilisés dans son fameux ouvrage en 1971, sont possibles en fait en science. La science ne départage pas entre le hasard et la nécessité. Moi, je sais que beaucoup de mes collègues, donc Jacques Monod déjà, mais aussi des physiciens Nobel américains comme Steven Weinberg, qui dit que, Jacques Monod dit que l'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. Donc, rien n'a de sens. Et Weinberg, donc le physicien Nobel américain, dit que plus on comprend l'univers, plus il est dépourvu de sens. Donc, vous voyez, il y a des scientifiques qui sont très, très notables et qui penchent complètement pour le hasard. Donc, mais d'autres, comme moi, parient sur la nécessité. Mais je dis que c'est un pari. Donc, un pari pascalien, comme Pascal l'a fait. Il a parié sur l'existence de Dieu. Moi, je parie sur ce qu'on appelle un principe créateur. Donc, moi, je suis bouddhiste, donc... Bouddha n'est pas Dieu, donc il n'y a pas de concept d'un Dieu barbu qui s'occupe des affaires courantes. Mais il n'y a pas de concept de principe créateur non plus. Il n'y a pas de principe créateur dans le bouddhisme. Non, pas de toute façon. Pas dans le bouddhisme. Donc c'est vrai. Donc quand j'ai dialogué justement avec Mathieu Ricard, c'était un point de contention en quelque sorte, parce que Mathieu Ricard étant un bouddhiste pur et dur, si je peux dire, et donc n'acceptez pas ce concept d'un principe créateur à cause donc de la notion d'interdépendance. Donc une entité qui est complètement indépendante de sa création n'a pas de sens dans le bouddhisme, qui est donc le principe de l'interdépendance
est basique au bouddhisme. Donc voilà, donc je parie donc à la Pascal sur un principe créateur. Donc pour moi, c'est la manifestation des lois physiques qui règlent l'harmonie et la beauté et l'unité de l'univers. Donc pour moi, et donc c'est pas un dieu barbu, etc. qui vous l'avez pas personnifié. Les lois. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc c'est un concept panthéiste à la Spinoza et que Einstein a repris aussi. Einstein, mon héros scientifique, vous l'avez deviné. C'est-à-dire c'est la nature, quoi. Oui. Oui, c'est la nature, les lois physiques, l'harmonie que je vois dans dans la nature. Parce que bon, quand je vais au télescope, c'est d'une beauté extraordinaire, des bras spiraux, des pouponniers stellaires où les étoiles sont en train de naître. Enfin, tout cet ordre, cette harmonie, pour moi, c'est difficile de dire que tout est hasard, vous voyez. Donc ça c'est plutôt un argument émotionnel, disons. Mais bon, je parie sur la nécessité aussi parce que, bon, il y a, comme je vous dis tout à l'heure, il y a une harmonie extraordinaire. Moi, ça m'étonne toujours que les lois que nous découvrons ici sur notre petite Terre, qui n'est rien du tout, hein, c'est un grain de sable dans le vaste océan cosmique, parce que nous sommes une petite planète autour d'une étoile qui n'est qu'une étoile de banlieue parmi les 100 milliards d'étoiles qui peuplent la Voie lactée, et la Voie lactée n'est qu'une parmi les centaines de milliards de galaxies qui peuplent l'univers observable. Donc vraiment, nous ne sommes rien du tout. Mais pourtant, l'homme a pu découvrir ces lois physiques qui décrivent donc la lumière ou la composition chimique des atomes qui constituent des galaxies ou des quasars qui sont à plus d'une dizaine de milliards d'années-lumière. Donc, les lois physiques ne varient ni dans le temps, parce que je vous ai dit, hein, plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps, ni dans l'espace, parce qu'on peut regarder dans n'importe quelle direction et on voit toujours la même chose. Et puis, il y a une extraordinaire unité. À mesure que la science progresse, on tend vers l'un, on tend vers l'unité. Vous savez, Aristote pensait que des lois différentes gouvernaient la terre et le ciel. Il pensait que le ciel était le domaine de Dieu, par exemple. Vous voyez, donc Dieu étant parfait, le mouvement des planètes devait être le mouvement parfait, c'est donc un mouvement uniforme. Et le cercle, enfin la forme des orbites devait être la forme géométrique parfaite, donc le cercle. En fait, patatras, Kepler démontre en fait que ce sont des orbites elliptiques, donc des cercles aplatis, et puis le mouvement n'est pas uniforme. Les planètes accélèrent près du Soleil et décélèrent loin du Soleil. Mais quand vous disiez « je fais un pari », vous dites quand même, d'ailleurs j'ai la citation dans votre livre « Le Cosmos et le Lotus », vous écrivez « il existe un codage extrêmement précis de l'univers ». On n'est pas ni sur la notion de hasard ou de nécessité, c'est un constat là. Oui, ça c'est un constat. Et c'est ça qui vous pose la question. Oui. Donc c'est gouverné par des lois parfaitement réglées, vous dites. Oui, tout à fait, parfaitement réglées. C'est donc oui. Donc qui règle. Oui, donc il faut que je vous explique que toutes les propriétés de l'univers sont gouvernées par 15 nombres, ce qu'on appelle des constantes physiques, hein, 15 nombres comme ça qu'on mesure très bien dans la nature. Donc, par exemple, la vitesse de la lumière, elle se propage 300 000 km par seconde. La masse électron, la masse du proton, enfin, la masse des particules élémentaires, l'intensité de la force de gravité, la constante de Planck qui détermine la taille des atomes. Enfin, il y a 15 nombres comme ça dans la nature qui décrivent toutes les propriétés de l'univers. Et puis, il y a ce qu'on appelle les conditions initiales de l'univers, c'est-à-dire les propriétés dont les faits ont doté l'univers à son berceau. C'est-à-dire, par exemple, la quantité initiale d'énergie noire, la quantité initiale de masse noire, parce qu'il y a beaucoup de masse qui n'émet aucune lumière aussi dans l'univers, ce qu'on appelle la masse noire. Bon, tout ça détermine les propriétés de l'univers dans lequel nous vivons. Alors, on s'est aperçu qu'aussi on variait un tant soit peu ces constantes physiques ou ces conditions initiales. Le destin de l'univers bascule. Vous voyez, il n'arrive pas à fabriquer les étoiles. Et sans étoiles, je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'y aura pas d'éléments lourds. Donc, pas d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium qui ont été fabriqués dans le Big Bang. Et donc, sans éléments lourds, il n'y aura pas de chimie complexe possible. Donc, pas de construction d'ADN qui porte nos gènes ou des neurones qui est le support de la conscience. Donc, il n'y aura ni vie ni conscience. L'univers sera vide et stérile. Et je peux vous donner la précision avec laquelle ces constantes sont réglées.
Par exemple, la densité initiale de l'univers, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 60. C'est-à-dire, si c'est c'est 0, 0, 60 0, et puis le premier chiffre, non 0, arrive après 60 décimales. Vous changez la 60e décimale de 1 à 2, par exemple, le destin de l'univers bascule, il devient vide et stérile. Vous voyez, donc, c'est extrêmement précis, cette précision. C'est une horlogerie, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, voilà. Et donc, se pose la question, est-ce que cette précision si extrême, que je compare souvent à la précision que doit exercer un archer si vous voulez planter une flèche dans une cible d'un centimètre carré, mais qui serait placée aux confins de l'univers à une quinzaine de milliards d'années-lumière. Donc, c'est une précision extraordinaire. Et donc, d'où vient cette précision? C'est ça la question. Alors, est-ce que le hasard ou la nécessité? Alors, beaucoup de mes collègues croient au hasard, ils ne croient pas à un principe créateur, donc ils invoquent ce qu'on appelle l'idée, la théorie des multivers. C'est-à-dire que notre univers n'est pas le seul, mais... Il y a des univers parallèles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Une bulle seulement parmi une infinité d'autres univers parallèles dans un méta-univers, vous voyez? Et donc, ces univers parallèles auront des combinaisons différentes de constantes physiques et de conditions initiales. Ils auront toute la combinaison perdante. Sauf dans le nôtre, où par hasard, la combinaison gagnante est sortie, nous sommes le gros lot en quelque sorte. Vous voyez? Et donc voilà, donc c'est pur hasard. Mais il faut invoquer le multivers. Alors si... Qui n'est pas prouvé, le multivers. Voilà, c'est une théorie. Voilà, c'est une théorie. Donc il n'y a aucune observation qui dise, et je ne sais pas comment on va le faire d'ailleurs, parce qu'avec nos télescopes, nous pouvons voir seulement à l'intérieur de notre univers, pas aller dans d'autres univers. Vous voyez, donc ça, c'est un problème. Et pour moi, qui est un observateur du ciel, quelque chose qu'on ne peut pas observer relève de la métaphysique plutôt que la physique, parce que la science repose sur l'observation, l'expérience. Si on est dépourvu de ça, on tombe dans la métaphysique. Vous voyez, donc je parie sur un seul univers, mais s'il y a un seul univers, comment expliquer cette précision de cet archer? Il faut invoquer un principe créateur. Donc d'où ce raisonnement, mon pari, en fait, pascalien. Voilà. Oui. Alexandre Jolien, vous pensez en tant qu'écrivain, philosophe, en même temps vous empruntez la voie bouddhiste et la voie du christianisme. Donc vous pouvez rejoindre ce que disait Trine par rapport à la difficulté du principe créateur en bouddhisme. Pour vous, hasard, nécessité, Alexandre Jolien? J'allais dire Dieu seul le sait. Ouais, voilà, on a fini comme ça. Merci Alexandre. Je crois que c'est très simple. Je me réjouis d'entendre des scientifiques non réducteurs, parce qu'il y a un réductionnisme scientifique, il y a un réductionnisme aussi religieux. Il me semble que le propre de la vie spirituelle, c'est de sortir de ses frontières. Et je trouve qu'il y a un risque de dogmatisme, j'allais dire, dans les deux clans. C'est pour ça que ce soir, je me réjouis de voir cette ouverture. Finalement, il y a une prétention à tout maîtriser, à tout savoir. Et oui. Sortir du dogmatisme, Anne Bricourt en parlait aussi en science, et vous en parlez aussi en religion. Et pour vous, ça vous pose question, ce que justement Anne Bricourt et Trinh Xuan Xuan nous disaient par rapport à ce réglage. Vous le comprenez comment en tant que philosophe, Alexandre Jolien, ce réglage? C'est un hasard, c'est une magnifique horlogerie hasardeuse. Mais là, j'allais dire, je suspends mon jugement. Je crois qu'on est tout le temps pressé de répondre, alors que le premier temps, qui peut durer une éternité, c'est peut-être de dire je ne sais pas. Je crois qu'il faut un sacré courage pour maintenir une ouverture et dire je ne sais pas. Et oui. Mais si vous ne savez pas, vous le ressentez comment, vous? Parce que vous êtes dans une recherche métaphysique, Alexandre. Alors moi, via le bouddhisme, je via pense qu'il y a d'autres moyens
d'accéder à Dieu s'il existe, que le pur empirisme, il y a une loi de l'intériorité. À nos niveaux, il ne faut pas imposer. Et encore une fois, je me réjouis d'entendre, parce que quand j'écoute certains scientifiques parler de la métaphysique, c'est comme si on mettait des grandes boxes pour cueillir une pâquerette. Il y a une dissonance, même quand on parle de l'amour des émotions en neurologie stricte. Il me semble qu'il y a un fossé entre l'expérience phénoménologique et la description. Il ne faut pas oublier que toute théorie scientifique est le produit du cerveau. Et ce cerveau, c'est quoi? Oui. Parce que Anne d'Ambricourt disait, un peu comme Trinh Xuan Xuan, Alexandre, que tout se passe au cours du développement embryonnaire d'une façon logique et ordonnée, et non pas hasardeuse. Vous avez repris le terme hasardeuse dans ce que j'ai... Alors, dans la manière dont l'embryon va se réorganiser, c'est très ordonné. La question, c'est est-ce que l'émergence d'une nouvelle embryogénèse, si vous connaissez Lucie, je pense... Découvert par Yves Coppens, ouais. Bon, Lucie n'est plus un singe, n'est plus un grand singe. C'est le résultat d'une embryogénèse nouvelle. Alors on peut décrire ce qui a pu se passer, mais remonter à l'instant de cette évolution, ce sont des questions. Est-ce que cet événement allait nécessairement se produire et surtout se reproduire? Parce que le redressement de l'Australopithèque, il est la répétition d'un premier redressement, qui est celui qu'on observe encore aujourd'hui chez les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés. Et eux-mêmes sont le redressement de ce qui existait avant eux plusieurs millions d'années, c'est-à-dire des petits singes. Aujourd'hui, ce sont les macaques, les babouins, tous ces petits singes qui vivent aussi en Asie et en Amérique centrale. Donc, il y a bien sûr qu'il y a du hasard. Il y a l'adaptation permanente. Notre squelette, tous nos organes d'essence sont là pour nous permettre de nous adapter à l'environnement. C'est ce qu'on appelle la microévolution. Mais ce que l'on a cru, c'est que tout se réduisait uniquement à la microévolution, à l'adaptation, à la contingence. À la sélection. Voilà, à la sélection. Alors, sélection naturelle, oui. On va pas aller... Non, mais ça explique tout et ça explique rien en même temps. Je veux dire, si je dis sélection naturelle, on est là parce que la sélection naturelle nous a sélectionnés. Bon, on n'est pas plus avancé. Enfin, moi, ça ne m'explique pas pourquoi... Quand nous étudions un squelette d'Australopithèque, il est différent d'un gorille, d'un chimpanzé, d'un orang-outan. Toutes ces espèces actuelles, elles ont en commun une organisation qui s'y met en place chez l'embryon. Tout se met en place chez l'embryon. Et cette organisation, on la retrouve pendant des millions d'années, jusqu'à 20, 23 millions d'années. Voilà. Avant, elle n'existait pas. Alors, est-ce que cet événement, il y a 23 millions d'années, on ne le verra plus, il a disparu, il faut le reconstituer? Est-ce que cet événement est le fruit du hasard? Est-ce que c'est un pur déterminisme? Est-ce qu'il allait nécessairement se reproduire? Où? Quand? Alors, bien sûr qu'il y a des paramètres qui tiennent de la contingence. Il y avait, par exemple, imaginez tout le sud de l'Europe, de l'Espagne jusqu'à la Turquie, il y a 5 millions d'années, il y avait des cousins des gorilles et des chimpanzés. Et puis, la Méditerranée s'est asséchée. Imaginez la Méditerranée sans eau, il n'y a plus que des flaques riches en gypse et en sel. Eh bien, les grands singes qui vivaient sur le bord de l'Europe du Sud se sont éteints. Voilà. Alors, si on dit c'est parmi ces espèces-là qui avaient la mutation accidentelle qui fait qu'il y aurait eu telle autre espèce, on n'émergerait pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait des grands singes en Asie, il y en a encore un petit peu, il y en avait en Afrique, il en reste encore un petit peu. Il y a des conditions écologiques importantes. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la savane. Il fallait vivre déjà dans les arbres, il fallait connaître son environnement, il fallait de l'eau pour le placenta, de l'eau pour allaiter. On parle pratiquement jamais des femmes, des femelles. Une maman qui est redressée en permanence, elle porte son petit à bras. Mais quand il y a un prédateur qui avance, elle ne peut pas se sauver en courant avec son bébé dans les bras. S'il n'y a pas déjà une solidarité, elle existe aussi, elle existe dans le règne animal. Mais si cette solidarité, elle ne se réveille pas,
la première qui va être sélectionnée, c'est-à-dire mangée par le prédateur, c'est la maman qui porte son bébé à bras, qui ne peut pas courir, et celle qui a encore la possibilité de se déplacer avec ses 4 membres, elle met son bébé sur le dos, elle s'en va en courant, elle grimpe dans les arbres. Donc sélection naturelle, oui. Si on est là, c'est qu'il s'est passé autre chose. Ce n'est pas du tout un avantage d'être une maman avec un bébé dans les bras face à un prédateur. S'il n'y a personne pour réagir, pour taper, pour faire du bruit, pour faire peur au prédateur, c'est la première qui disparaît, c'est la plus vulnérable. Voilà. Donc je pense qu'il y a l'hominisation du corps et il y a l'humanisation. Et cette humanisation, elle a commencé il y a plusieurs millions d'années. Et s'il n'y avait pas cette sensibilité, cette attention à l'autre, aux plus vulnérables, on ne serait pas là. Et c'est ce qui nous définit dans notre humanisation. Et il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est et c'est Jean-Marie Pelt qui le rappelait dans un ouvrage, dans 1 milliard d'années, l'augmentation de la température du Soleil rendra très problématique la vie sur Terre. La disparition de notre espèce est donc programmée. 1 milliard, c'est un peu trop tôt, je pense. Bon, allez, 1 milliard et demi. Oui. Non, je pense que c'est... Le Soleil, Bien, vous nous prolongez un peu, ça fait du bien. Voilà. Le Soleil a vécu 4,5 milliards d'années, parce que l'âge du système solaire, c'est 4,5 milliards d'années. Et on le sait avec une très grande précision par la datation des météorites qui nous viennent du ciel, parce que ce sont des vestiges, des fossiles de la formation du système solaire, de l'ère de la formation du système solaire. Et on sait que, donc on sait, je vous ai dit tout à l'heure que le Soleil brille parce qu'il convertit l'hydrogène en hélium. C'est la fusion nucléaire. C'est ce que d'ailleurs des équipes de scientifiques essaient de reproduire sur Terre, à ITER, qui est au sud de la France d'ailleurs. Donc ça résoudra tous nos problèmes d'énergie si on peut reproduire l'énergie des étoiles sur Terre. Mais en tout cas, dans 4,5 milliards d'années, la réserve d'hydrogène va s'épuiser. Et donc, le Soleil va, donc pas 1 milliard. Je ne sais pas d'où vous avez sorti ce chiffre de 1 milliard, mais c'est un peu trop tôt. D'accord. Oui. C'est 4,5. Oui, 4,5 milliards. Oui, c'est ça. Oui. Tant mieux. Et voilà. Oui, c'est ça. Oui. Mais et donc, il va essayer d'utiliser l'hélium maintenant comme carburant d'hydrogène. Et donc, il y a un influx d'énergie. Et puis, ça va gonfler le Soleil à 100 fois son diamètre actuel, qui est d'1 million de kilomètres maintenant. Parce que notre étoile a 1 million de kilomètres. C'est une boule gazeuse d'1 million de kilomètres de diamètre. Et donc, ça va gonfler notre as de 100 fois. Elle va devenir une géante, mais ça va virer au rouge. On l'appelle, ces genres d'étoiles, une géante rouge, des gens qu'on voit dans le ciel. Notre Soleil va devenir éventuellement, en 4,5 milliards d'années, une géante rouge. Donc, son enveloppe brûlante va engouffrer Mercure, bien sûr, va engouffrer Vénus aussi. Et je pense qu'elle ne va pas tout à fait engouffrer notre Terre, mais le ciel va devenir tout rouge et très brûlant. Donc, ça va, parce que on va être brûlé, donc les gens vont brûler. Mourir, oui. Et donc, il n'y aura plus de végétation possible sur Terre. Donc, c'est la fin programmée de l'être humain. Non, nos arrière-petits-enfants auront développé des engins spatiaux pour aller... Moi, je leur conseille d'aller vers le bord du système solaire, vous voyez, parce que... c'est plus froid. Oui, c'est plus froid. C'est plus froid, c'est-à-dire... C'est la migration. Oui, voilà, vers moi, je dirais vers Pluton, ou peut-être pas Pluton, mais un satellite de Jupiter ou de Saturne. Vous comprenez bien ma question, puisque depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a plus de la nécessité que du hasard. Comment ça se fait que cette programmation, sauf s'il y a des progrès tels que vous l'imaginez, Trinh Xuan Xuan, comment ça se fait que cette programmation de ce principe créateur amène à une fin, quoi, une programmation, on est dans l'obsolescence programmée, finalement. Oui, mais... Comme la machine à laver, quoi. Mais sur des milliards d'années, donc à très long terme. Oui, d'accord, mais quel est le sens de tout ça? Oui, ça c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je pense que un problème beaucoup plus urgent, c'est vraiment le réchauffement de la planète. Vous savez, on va avoir une canicule dans 2 jours. Donc on l'accélère en plus, vous voyez, peut-être qu'on sera pas loin d'1 milliard, peut-être, oui. Non. Moi, je pense que ça, c'est sur l'échelle de 1 ou 2 générations, 20 ans, 30 ans. Si nous faisons rien pour changer
nos modes de vie et nos consciences, chacun de nous, citoyens de la Terre. Donc, ce n'est pas seulement quelques-uns, mais il faut que tout le monde soit d'accord, parce que c'est l'espèce humaine qui est en jeu, là. Mais face à cette programmation, Trinquantuan, si je comprends bien, vous répondez par les progrès de la science, c'est-à-dire de s'échapper de la planète qui risquerait de brûler. Oui, les progrès, la pour science, échapper à cette programmation du principe créateur. Du Soleil, d'abord. Oui, mais créé par le principe créateur. Oui. Donc c'est échapper au principe créateur. Grâce à la science. C'est ambitieux. Hein. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Oui, mais je ne sais pas ce que vous dites par s'échapper à la créature. Le principe créateur a déterminé ça déjà dès le début. Et je voudrais dire que ce n'est pas un univers déterministe. Ce n'est pas un univers déterministe à la Newton ou Laplace. Où Laplace disait que si un démon savait toutes les positions et les vitesses de toutes les particules, ça c'est au XVIIe siècle, on pouvait déterminer le futur de l'univers à chaque... C'est-à-dire, quelqu'un qui aura un super ordinateur pourra dire que vous êtes ici à cet instant même, déjà depuis la première fraction de seconde du Big Bang. Ce qui est... Il n'y a pas de sens, en fait. Il y a toujours une contingence. Hein. Ce sont des lois qui donnent une lignée générale, mais il y a toujours le hasard qui s'accroche là-dessus, une contingence. Par exemple, je ne pense pas, par exemple, que l'astéroïde qui a frappé la Terre il y a 65 millions d'années et qui a donc détruit les dinosaures et donc laissé la place écologique à des mammifères qui donc ont mené à nous, étaient programmés à l'avance dans les lois physiques. Donc il y a toujours la contingence. Donc il y a une liberté. Il y a quand même une liberté, comment on dit, free will, ça fait... libre arbitre. Un libre arbitre de l'homme. Voilà. Ouais. C'est ça. Un libre arbitre... tout le temps. Donc c'est à nous de déterminer notre destin. Notre destinée n'est pas écrite déjà, vous voyez. Donc je suis... On n'est pas prédestiné. Voilà. Anne d'Ambricourt et puis Alexandre sur la prédestination. Je ne sais pas. Mais ce serait plutôt... moi, je suis curieuse de savoir ce que, Alexandre, vous pensez... Puisque de toute façon, notre Terre va disparaître dans 1 milliard, ou peu importe. 4 milliards. Nous, on ne sera pas là pour le voir. Mais moi, je le pense. Pensez-vous qu'il y a quand même une différence qui fait sens? Si c'est nous, Sapiens, qui sommes l'astéroïde qui va détruire toute forme de vie, il n'y a pas que nous, toutes les formes de vie, toutes les espèces, est-ce que c'est aussi insignifiant que l'astéroïde ou le Soleil qui va exploser et brûler la Terre? Vous êtes croyants. La question qu'on se pose, c'est si aujourd'hui nous détruisons cette planète, si nous ne savons pas prendre soin de toutes les formes de vie, de toutes les espèces, c'est pas la nature et l'homme, c'est toutes les espèces animales, végétales, si nous, par notre insouciance, notre égoïsme, notre indifférence, notre aquaboniste, c'est ça? Aquaboniste, oui, aquabon. Nous arrivons finalement à détruire 4 milliards d'années d'évolution sur cette Terre. Est-ce que c'est la même chose que l'astéroïde qui peut tout détruire? Est-ce que c'est la même chose que le Soleil qui va brûler notre Terre? Vous avez une réflexion en tant que philosophe, en tant que croyant. Moi, je pense qu'il y a une grande différence. Je ne sais pas laquelle c'est, mais je suis sûr qu'il y a une différence. Je ne saurais pas la formuler. Alexandre. Alexandre Jolien. J'ai pas la réponse. J'étais très touché par l'exemple de la mère qui est vulnérable et grâce à qui on est là finalement et qui a été protégée par ses pères. Et je trouve que c'est ça qu'il s'agit de réhabiliter. Vous parliez de progrès de l'univers. Quand on regarde la solidarité autour de nous, ben, je crois qu'il y a du progrès justement à faire pour réhabiliter cette solidarité. Et je me réjouis encore que cette solidarité soit constitutive de notre survie. Voilà, c'est pas la sélection naturelle. C'est nous en tant qu'êtres de relation,
capacité à comprendre l'autre, hein, c'est l'altérité. Et humanisation. L'hominisation, elle peut se faire toute seule, mais l'humanisation, si on ne s'y met pas, on peut être déshumanisé et on peut entraîner cette catastrophe avec nous. Donc je suis sûre qu'il y a des implications ontologiques sur l'existence, sur l'être, et des implications qui nous dépassent. Mais il y a cette responsabilité. Pourquoi ? On est insensible, on n'a pas envie que cette Terre disparaisse. On se bat pour éviter trop de réchauffement climatique. C'est pas seulement un garde-manger, la Terre, c'est pas seulement ça. Vous trouvez qu'on se bat beaucoup, vous ? Il y a des intentions, surtout. L'intention n'est pas l'action. Il faut pouvoir agir. C'est déjà bien d'en parler. Si on n'en parlait Ouais, pas, on dirait personne n'en parle. Donc déjà, on en parle. C'est cette question d'une conscience planétaire. C'est une telle complexité. Il n'y a pas forcément des réponses partout. Mais déjà, c'est important de se dire, sur cette Terre, on ne sait pas où, cette petite planète bleue, ces océans, on y tient. On fait partie de son histoire. Si elle disparaît, si on disparaît par notre faute, je pense que c'est différent d'un accident qui vient par hasard, une astéroïde qui nous démolit. Là, c'est programmé. Là, c'est pas par hasard. C'est notre libre arbitre, bien sûr. On est interpellé ou on ferme. On se met des œillères où on y croit et on fait au mieux, autant qu'on peut le faire. Mais faisons-le. Et pourtant, vous rejoignez Trine tout à l'heure par rapport à la conscience. Vous l'avez dit, le terme. Et Trine, vous dites que finalement, l'être humain donne conscience à l'univers. Oui. C'est-à-dire... Si nous n'étions pas là, alors, est-ce que l'univers aurait un destin différent? Est-ce qu'il serait, vous voulez dire même? Ou est-ce qu'il aurait un destin différent? La question ne se poserait pas parce qu'il n'y aurait personne pour la poser. Oui, mais l'univers serait là quand même si on n'est pas là. Oui, mais est-ce qu'il a un destin? C'est la conscience c'est l'homme qui donne conscience à l'univers. Oui, enfin, nous donnons un sens à l'univers en voilà. étant observateur. Mais ça ne veut pas dire qu'il en est. Parce que pour moi, un univers qui est créé sans aucun observateur, aucune conscience qui soit capable d'appréhender sa beauté et sa harmonie n'a aucun sens. Pourquoi créer cette beauté, cet ordre, cette harmonie sans que personne ne l'appréhende? Donc, nous-mêmes, nous jouons le rôle d'observateur. Donc, alors nous, de nouveau... On est les spectateurs de la pièce de théâtre, en fait, qui est créée par le principe créateur. Non, nous participons on est dans la pièce, en plus. On est dans la pièce, oui. Ça, c'est la mécanique quantique aussi, parce que l'observateur, la mécanique quantique, l'observateur modifie la réalité qu'il observe. Donc, il joue un rôle très important. Et donc, moi, je pense qu'un univers sans vie ni conscience n'a aucun sens. Et donc, et pour moi, je répète, hein, c'est pas seulement nous, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de vie et de conscience, nous connaissons, donc c'est pourquoi je dis nous, mais l'homme ne doit pas se mettre de nouveau au centre du monde. Il y a peut-être d'autres formes d'intelligence extraterrestre, parce que bon, vous savez, il y a 10 planètes en moyenne autour d'une étoile, il y a 100 milliards d'étoiles dans chaque galaxie, il y a 100 milliards de galaxies, donc vous voyez le nombre de planètes qu'il y a dans l'univers. Pourquoi serons-nous les seuls? Donc voilà, donc E.T. fera parfaitement l'affaire aussi. Oui. Mais si la présence de l'homme dans l'univers, si je comprends bien, elle a du sens, si même sa direction, elle a du sens, si c'est le principe créateur qui a tout programmé, il a mal programmé l'être humain parce qu'il fait un peu tout dans le dépit du bon sens. Alors, je ne sais pas quel est le sens dans tout ça. Ouais, c'est parce qu'il a le libre arbitre. Parce que j'aimerais pas être déterminé tout à l'avance. Totalement. On a le choix de faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est mieux. Donc, c'est justement, il faut cultiver ce que Alexandre Jolien dit souvent, c'est notre être intérieur. Hein. C'est le seul. Pour moi, la science et la technique peuvent faire soit du mal, soit du bien. C'est comme une main qui peut tuer ou sauver, vous voyez, ou tirer quelqu'un qui se noie. Mais ça dépend, son acte dépend donc de son être intérieur. Et pour moi, la connaissance, l'intelligence n'est pas équivalente à la sagesse. Donc un scientifique doit être, il est très intelligent, très, très, très créatif, etc. Mais s'il n'est pas sage en même temps, ça peut mener les choses à la perte. Vous voyez.
Voilà, donc c'est très, Montaigne disait, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme, bien sûr. Oui. Le sage n'est pas forcément... Enfin, il n'a pas dit, il devait être intelligent plus sage, si j'ai bien compris, le scientifique. Mais le sage, il doit avoir une intelligence ou pas forcément, Alexandre Jolien? Vous doutez un peu de la réponse. Non, je ne sais pas si vous êtes sage. Quand on dit vivre sans pourquoi, on a l'impression d'avoir un sage indiscipliné en face de soi, tel que vous vous décrivez dans Vivre sans pourquoi, Alexandre. La question de la technique, elle est aussi à soulever. Est-ce que l'instrument qu'on a dans la poche, le téléphone, est-ce que ça nous aide à vivre mieux, ça nous humanise, ou au contraire, ça nous replie? Maintenant, il y a un engin pour s'auto-photographier, pour faire des smileys, il y a un truc, un support pour le téléphone qui est réflexif, et je suis pas sûr que ça soit des progrès, ça. Donc, je pense que... C'est plus facile pour se photographier le nombril, et en en même tout cas. temps, l'autre jour, j'étais avec mes enfants, nous faire vacciner contre, je sais pas, il y a plein de trucs en Corée, par exemple, l'encéphalite japonaise. Et je me disais que c'était un privilège que de pouvoir bénéficier des progrès de la médecine. Donc, comme vous dites, la science, ça peut nous aliéner. Enfin, ce qu'on fait de la science et de la technique, comme ça peut nous grandir. Et il y a aussi une injustice criante. Aujourd'hui, en Afrique, on meurt du sida et c'est une injustice qui est sous nos yeux. Donc là, on revient à la solidarité, au fait d'agir. Et c'est pour ça que je disais, vous ne trouvez pas que... Alors, on parlait de la sagesse et de l'intelligence à la base. Vous le distinguez, Alexandre, juste la sagesse et l'intelligence? On peut être sage sans intelligence, si je peux dire ça comme ça? Trine fait un mouvement de tête. Alexandre et Trine, je après. Alexandre, on peut être sage sans être intelligent? Pour moi, la sagesse... Et pourquoi opposer les deux? C'est un savoir-vivre, un savoir-être avec. Un des fondamentaux de la sagesse, c'est être ouvert, être tenu en éveil par le monde, être ouvert à l'autre. Oui. Là, j'aurais peine à définir l'intelligence. Oui, l'étymologie latine, lire à travers, c'est-à-dire aller au-delà des préjugés, au-delà des apparences pour... oui. Là, oui, Trine, vous vouliez dire par rapport à l'intelligence et à la sagesse? Oui, pour moi, peut-être l'intelligence, c'est plutôt la... moi qui suis scientifique, c'est plutôt une grande connaissance, disons, une grande créativité dans la façon de percevoir scientifiquement le monde. Parce que moi, je raconte une anecdote personnelle. Quand j'ai fréquenté des universités les plus grandes en Amérique, et j'avais des professeurs qui étaient vraiment des sommités dans leur domaine, des prix Nobel, des membres de l'Académie des sciences, etc. Et je pensais naïvement que ces hommes tellement créatifs qui ont découvert des choses extraordinaires sur l'univers, sur la physique, sur la nature, etc., devaient être des hommes extrêmement sages aussi, vous voyez. J'avais 19 ans, donc je croyais ça. Et en fait, j'ai découvert que ces hommes remarquables dans leur domaine, créatifs, etc., dans la vie humaine, vous savez, dans leur rapport avec leur famille, leurs enfants, leurs proches, etc., ne sont proches que la moyenne de tous les hommes. Ils ont les mêmes défauts, même pire de temps en temps. Et donc, en fait, la connaissance scientifique ne mène pas naturellement à la sagesse. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer en soi intérieurement, qui est indépendant de ce que vous faites dans l'investigation scientifique. C'est ça que je voulais dire, en fait.
Oui, parce que vous dites avec Jean-Marie Pelt, d'ailleurs, dans Face à l'univers, qu'il faut avoir la science et aussi un regard mystique. Vous dites le mot mystique et spirituel dans Face à l'univers. Regard spirituel, je ne sais pas ce que vous voulez dire par mystique, mais... Ah, je ne sais pas, c'est vous qui l'avez dit. Non, mystique. non, je ne pense pas. Je vais n'utilise pas ce mot, je pense spirituel, pas. alors c'est peut-être Jean-Marie Pelt. Oui, peut-être Jean-Marie Pelt. Alors spirituel en tout cas. Oui, spirituel. Il faut avoir un regard scientifique et un regard spirituel. Parce que je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la science peut sauver, mais détruire aussi. Donc, qu'est-ce qui guide le scientifique par exemple, vous savez, Einstein, par exemple, de nouveau, c'est le père de la bombe atomique grâce à sa formule E égale mc2. La matière est équivalente à l'énergie. Et donc, et c'est lui qui a écrit au président Roosevelt pour commencer à construire la bombe atomique à Los Alamos, parce qu'on pensait que Hitler allait avoir la bombe atomique, il fallait le prendre de vitesse, sinon il détruira le monde. Et donc, mais quand il a vu, donc il pensait que c'était un moyen de dissuasion seulement, de faire craindre à Hitler qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais quand il pensait pas que les politiciens, les militaires l'allaient utiliser. Donc, quand il a vu le président Truman prendre la décision de lâcher 2 bombes, une sur Hiroshima, l'autre sur Nagasaki, bien sûr, il a vu la dévastation que son invention, en fait, sa découverte a généré, et donc il s'est devenu tout de suite antimilitariste. Il a milité contre l'armement atomique, etc. Vous voyez. Oui. Donc, vous voyez, l'énergie atomique n'est pas mauvaise en soi. C'est elle qui nous explique en fait l'énergie. C'est ce qu'elle en fait. Et donc, alors comment choisir? Est-ce qu'on donne ça aux militaires, aux politiciens? Donc, je pense que c'est à ce moment-là que des questions morales et éthiques, et surtout maintenant la génétique, le clonage, etc. Et si le scientifique n'a pas une boussole intérieure pour essayer, pour le guider à penser juste, à agir juste, je pense que la science peut devenir folle et détruire le monde. Donc il faut cette boussole intérieure pour guider l'action du scientifique. Mais c'est peut-être parce que vous qui êtes bouddhiste, Trinchen Chuan, c'est peut-être parce que tout est dukkha, tout est souffrance, peut-être. Oui, enfin, c'est-à-dire que pour moi, donc, il faut... oui, le but ultime du bouddhisme, c'est la recherche du bonheur. Donc, éliminer la souffrance en soi. Mais bon, c'est pas dans un but égoïste seulement, justement. Altruiste aussi. Oui, c'est ça. Donc, il faut... parce que ça sert à rien d'être un îlot de sérénité sans souffrance au milieu d'un océan de souffrance, bien sûr. Donc, il faut exercer ce qu'on appelle aussi la compassion. C'est ça qui est important, en fait. Donc, améliorer, diminuer sa souffrance pour améliorer son être intérieur afin d'agir juste, penser juste et d'aider la souffrance des autres, à diminuer la souffrance des autres. C'est ce qu'on appelle la compassion. Je pense que toute tradition spirituelle met l'accent sur ça. Oui, pas seulement le bouddhisme. Oui. Alexandre, parce que vous rejoignez, vous pratiquez le bouddhisme. Alors vous dites, je ne suis pas assez bouddhiste pour les bouddhistes, je ne suis pas assez chrétien pour les chrétiens. Mais vous, par rapport à tout est souffrance, c'est vous qui le recitez, tout est dukkha, tout est souffrance. Le regard sur l'être humain que vous portez, il est clair. Parfois, l'être humain engendre la souffrance, vis-à-vis de vous d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire il y a 2 sortes de souffrance. La souffrance ontologique liée à notre condition humaine, les tremblements de terre, la maladie, mais sur cette souffrance immense, il y a toute une projection d'une autre souffrance, c'est-à-dire les émotions perturbatrices, l'exclusion sociale, le jugement, tous ces plaies de la vie qu'on pourrait éviter justement grâce à une ascèse pratique, engagée, oui. Mais c'est difficile d'aimer son prochain, c'est ce que vous dites un peu dans votre livre « Vivre sans pourquoi ». Je l'ai résumé un peu comme ça. C'est difficile de vivre son prochain. C'est difficile d'aimer. De devenir sage, finalement. Ouais. Mais
Oui. C'est difficile Mais d'aimer. de nouveau, qu'est-ce qu'on appelle ça Alors d'aimer, c'est difficile d'aimer. Un acte, oui, parce que Dostoïevski dit j'adore l'humanité, c'est plus facile d'aimer l'humanité que de supporter son voisin. Et c'est très vrai, c'est-à-dire on peut aller dans le conceptuel, parler de la charité et qui tend la main au quotidien à quelqu'un qui est dans l'épreuve, oui. Et Anne d'Ambricourt, vous disiez, alors c'est ce que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vraiment vous qui l'avez dit, mais j'ai noté, vous étiez athée au moment où vous avez découvert justement ce dont vous parliez au niveau de l'évolution de embryonnaire, rappelez-moi. Oui, voilà, je le précise parce qu'on m'a prêté tellement d'intention. Là aussi, hein, tout est souffrance. Hein. Tout est souffrance. Oui, alors... Bon, je pense qu'on sait que je suis d'éducation catholique. J'ai reçu une éducation catholique. Et vous êtes au CNRS. Et j'y suis toujours. Oui, vous êtes au CNRS. Oui. Et donc, j'étais pratiquante et enfant, il n'y avait pas de problème. Ça, pour moi, c'était évident. Et puis bon, il y a des moments dans la vie que tout le monde peut traverser où chacun a ses propres expériences, qui font que on ne le contrôle pas. Ce sont des chocs émotionnels très forts. Ce sont des épreuves. Certains appellent ça la traversée du désert, du silence, de la nuit. Donc j'ai vécu ça 1 an après ma soutenance de thèse. Alors j'étais plutôt agnostique. Et cet événement-là dans ma vie fait que... L'événement, quand vous dites événement, c'est ce que vous avez découvert. Non, la découverte n'a rien fait. Ah oui. Il n'y a aucun rapport entre ma recherche du sens et la recherche scientifique. D'accord. La recherche scientifique, c'est une démarche de curiosité. C'est très satisfaisant de comprendre, de découvrir. C'est vrai qu'il y a quand même un côté ludique. C'est une chance de pouvoir faire un métier qu'on aime, d'être au CNRS. Mais maintenant, il y a la vie, il y a l'humain, il y a la condition humaine. Et on peut avoir... c'était la mort de mon père, ça a été vécu comme quelque chose de foudroyant et l'évidence que non, il n'y a rien. J'ai été dupée. L'éducation de mon père, l'éducation religieuse de mes parents, c'était la plus vaste duperie. Ça n'existe pas. Mais on ne s'en réjouit pas. C'est pas un feu d'artifice. C'est douloureux. Et comme c'est douloureux, et que quelque part en moi, il y a quelqu'un qui résiste, ben j'ai résisté. Mais c'est pas en science que je vais trouver les réponses. Certainement pas. C'est pas les découvertes que vous avez faites Mais qui non. vous a ramené à la... Non. C'est des rencontres, c'est des expériences, c'est l'humain. Voilà. Mais ça vous conforte y ou pas? a-t-il un être humain sur cette planète? Voilà. Où est l'humain? Et là, c'est bien sûr... Mais est-ce que ça vous a conforté, ce que vous avez découvert? Parce que Trine parle quand même d'un principe créateur. Il rappelait précédemment que Mathieu Ricard, justement, ça lui posait un problème. Pourquoi est-ce que de cette évolution... D'ailleurs, je reviens sur le terme programme. Il n'y a pas de programmation. C'est pas programmé. Sinon, tous les prosimiens actuels auraient encore dans leur génome de quoi donner toute l'humanité en 60 millions d'années. Ce terme-là n'est pas du tout adapté et il ne correspond pas à l'observation des faits. C'est notre condition. On émerge. Il y a du hasard, il n'y a pas que du hasard. Il y a un déterminisme, oui. Il y a une complexité croissante, oui. Et effectivement, quelle est la finalité, la raison d'exister? Si c'est pour avoir des expériences, autant de souffrance, de sentiments d'absurdité, et puis d'autres moments où c'est la contemplation et on a des moments d'exception. C'est exceptionnel. Le sens existe exceptionnellement. Trine, par rapport à la programmation, je vous voyais réagir par rapport à ce que disait. Vous êtes en accord avec ce que disait Anne? Je ne sais pas ce que veut dire par programmer, je vous ai dit. Je pense que ce sont les conditions initiales et le principe, les constantes physiques dès le début. Vous avez dit qu'il n'y a pas de prédestination. Une fois lancées, les lois physiques se manifestent elles-mêmes. Ouais. Il n'y a pas un Dieu qui change les choses chaque
une fois que c'est imposé, vous voyez, l'univers évolue après ces lois physiques. Donc, je sais pas ce que ça veut dire programmation, en fait. Donc, c'est les conditions initiales et les constantes physiques du début qui définissent les propriétés de l'univers. Oui. Oui, c'est plutôt ça, parce qu'il y a des conditions initiales qui font que c'est possible. Oui. Après, quand on parle d'émergence, il y a de l'innovation, et nous nous inscrivons plutôt dans ce type de processus où le hasard est indispensable, mais également des références. Je parle de mémorisation, c'est ce que j'ai observé. S'il n'y a pas de mémoire, s'il n'y a pas de mémorisation, il n'y a pas de direction. C'est la base d'abord. Le hasard des erreurs de copie génétique ne donneront jamais une direction. Alors la direction, elle est constatée. Voilà, c'est à la fois un mélange de hasard, toujours une lutte en permanence. On le sait, la vie, c'est toujours une lutte contre le désordre, contre l'oubli, contre la dissipation. On parle d'attracteurs chaotiques, moi je parle d'attracteurs harmoniques quand il y a conservation de l'information, mémorisation. Mais on se mémorise, les cellules ont en mémoire la manière dont elles vont se reproduire. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a également une mise en mémoire de la manière dont elles peuvent évoluer dans des situations limites d'instabilité. Plus de complexité, au lieu d'exploser, d'être dispersé, il y a une manière, une possibilité de gérer une information, et à travers cette complexité, et de l'innovation va émerger. Et nous émergeons de ces mécanismes-là, de ces processus-là, avec autant ce ressenti de l'absurdité de la vie, la séparation d'un être cher, ou l'amour, évidemment, c'est ce qui est le plus vivant, c'est ce qui est le plus authentique, c'est ce qui nous fait vivre. Alors pour moi, ma question, c'est ça, c'est quelle est notre condition humaine? Pourquoi est-ce qu'on est capable du pire, du meilleur, de la contemplation, du pire des égoïsmes? Le plus grand marché au monde, c'est le marché des armes. Qu'est-ce que c'est? Nous, les mamans, c'est pas pour détruire les êtres humains et fabriquer des milliards de bombes. Il y a un paradoxe. C'est ce que nous faisons là. Oui, il y a un paradoxe. C'est ce que nous faisons de cette existence. Voilà, les femmes aussi, on a un propre questionnement par rapport à tout. La raison. C'est mettre au monde. Pourquoi faire? Pour qui? D'accord. Pour qui? Je pense que c'est pour quelqu'un. C'est pas quelque chose. Donc, je suis toujours dans un questionnement. Je peux passer par des périodes de doute, par d'autres moments. Je dis, et le doute est nécessaire. C'est évident. Le doute est évident. Le doute, oui. Est nécessaire. Le doute est nécessaire. Il est évident, oui. La science, c'est se préserver du doute. On sait à peu près où l'on va, on sait à peu près comment les choses marchent. Mais l'humain nous renvoie toujours à des grandes questions. Ce que je veux dire, c'est que personnellement, c'est pas en science que je trouve des réponses. C'est un guide, c'est un garde-fou. Bien sûr qu'il faut de la sagesse, bien sûr qu'il faut avoir le recul par rapport à ce qu'on observe. Je ne peux que me questionner par rapport à ce que j'observe. Mais après, oui, le quotidien, le vécu, les réponses, je ne vais pas les trouver en science. Il faut rester humble par rapport à ce qu'on attend de la science. On ne peut pas douter en science, c'est ça? J'ai bien compris ce que vous disiez. Si, la science, on doute, on a le droit de mettre en cause quand ce qu'on observe ne correspond plus à ce qui était enseigné. S'il n'y a plus la liberté de montrer quelque chose de nouveau parce que ça dérange le dogme, ça dérange le paradigme, c'est qu'on n'a pas le droit. C'est pas une question de doute. La science ne doute pas. La science observe. C'est une rigueur, c'est une méthode, c'est des chiffres déjà. C'est scientifique, c'est des chiffres. C'est pas très passionnant de passer sa vie avec des équations et des chiffres. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de regard. Si j'ai un crâne devant les yeux, le crâne ne sait pas que je le mesure, il ne sait pas que je me pose des questions sur lui. Je sais que ça a été quelqu'un et j'y pense. C'est un peu particulier. Mais donc, cette démarche scientifique, c'est parce qu'elle a une rigueur et la liberté de remettre en cause un modèle qu'on se sent libre. Si on ne peut pas douter, c'est pas le doute. C'est une remise en cause, mais elle est objective, elle est autorisée. Si on ne vous autorise pas cette remise en cause, alors ce n'est plus de la science. Alexandre Jolien, le doute, vous en parlez. Le doute est important, vous dites. Le doute, ça peut être un instrument de vie qui nous déloge de fausses convictions, de certitudes hâtives.
mais ça peut aussi être un poison. Dans le bouddhisme, on dit qu'on doit douter du moi à fond pour se débarrasser de cette illusion, mais dans le même temps, nourrir une détermination, j'allais dire presque une foi à la possibilité d'un progrès. J'aime bien cette distinction, douter de l'architecture mentale qu'on s'est forgée, mais en même temps être déterminé à progresser et à s'ouvrir. Vous rejoignez par rapport merci Alexandre Jolien, par rapport au doute, il y a une nécessité, pour reprendre le terme de nécessité, de aussi douter par rapport à la science, parce que la science s'est plantée aussi. Oui, comme Anne a dit, il faut constamment nourrir le doute, parce que, la France, justement, la science, c'est pas un dogme, c'est pas gravé sur la pierre tout ce qu'on a fait. Je dis toujours, c'est la meilleure théorie qui explique tout à l'instant actuel. Mais si une nouvelle observation, une nouvelle expérience vient contredire la théorie actuelle, il faut absolument la modifier et même la jeter à la poubelle et repartir, pas tout à fait de zéro, mais quand même refaire toute cette théorie. Oui, bien sûr. Donc ça fait partie, comme Anne disait tout à l'heure, de la méthode scientifique. Et pour vous, Trinh Xuan Xuan, vivre, pour vous, là je m'adresse à Trinh Xuan Xuan, ça a du sens de vivre? Oui, je pense. Je pense que chacun de nous a une mission. Parce qu'il y a la conscience, on donne la conscience à l'univers, tout ça, on a bien compris, mais exactement. Pour vous, ça a du sens? Oui, tout à fait. Et même chacun de nos activités a un sens. Moi, par exemple, je pense que dans cette vie, parce que justement le bouddhisme a plusieurs vies, je suis venu sur Terre pour essayer de trouver des choses nouvelles, parce que je suis chercheur, et donc ça veut dire qu'avant, vous étiez transmettre déjà la connaissance. Oui. Donc, parce que je suis professeur et j'écris pour justement diffuser la connaissance que j'ai acquise aussi. Parce que pour vous, ça veut dire qu'avant, vous étiez déjà venu pour acquérir des connaissances et que donc vous allez revenir pour acquérir d'autres connaissances et les repartager à nouveau? Dans le bouddhisme, une vie ne suffit pas pour atteindre l'éveil. Vous savez, le Bouddha, qui est le Bouddha historique, Shakyamuni, donc, qui a été l'éveil il y a 2500 ans, c'est pas sa seule vie. Je pense qu'il y a eu un longue suite de vie. Enfin, c'est ce qu'il a. C'est le bouddhisme. Il y a aucune preuve scientifique de renaissance, bien sûr. Bien que le samsara, c'est ça? Ou le karma. Le karma, c'est la somme des actions, soit négatives, soit positives, que vous avez fait dans toutes les vies précédentes et qui dictent un peu donc la condition. Bien sûr, si vous étiez comporté de façon très mauvaise dans la vie précédente, vous reculez. Tandis que des gens comme, par exemple, le Dalai Lama, vous voyez, ont vécu, donc ils progressent sur le chemin de la sagesse, et puis un jour, ils vont atteindre l'éveil, qui est l'accès, donc, à la connaissance suprême, donc, toujours accompagné par la compassion, et donc, il n'a plus besoin de revenir dans cette renaissance de vie. Donc, mais il y a des gens, des personnes qui décident de ne pas aller et rester sur Terre pour aider la souffrance des autres, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est l'essence du bouddhisme. Oui. Vous me disiez en tout début d'émission que oui, l'univers pouvait avoir une fin. Et là, vous me parlez d'un cycle de renaissance. C'est un peu paradoxal entre la science. Là, vous êtes entre scientifique et foi. Vous n'avez pas en vous, ça se passe bien en fait? Non, parce que l'univers, il aura une expansion éternelle, mais le temps. Il y a une notion d'éternité. Oui, tout à fait. Physiquement. Oui, et le bouddhisme d'ailleurs n'admet ni début ni fin, donc c'est infini. L'impermanence. Non, c'est pas l'impermanence. C'est l'interdépendance, parce que si il y a un début seulement, donc il devrait y avoir un créateur, et donc ce sera contraire à l'idée de l'interdépendance. Donc en fait, le seul modèle cosmologique, ce sera une suite infinie de Big Bang et de Big Crunch sans début ni fin en fait. Donc le Big Crunch, c'est la fin, c'est ça? Le Big Crunch, c'est l'inverse du Big Bang. Ouais, c'est-à-dire donc on va atteindre une expansion maximum, et puis il y aura assez
assez de matière pour renverser donc l'expansion, et l'univers va se contracter, donc c'est un contraire donc, du Big Bang, et tout va devenir particules et lumière de nouveau, et donc voilà, c'est ce qu'on appelle un Big Crunch. Mais il y a une expansion éternelle. Il y a une Et, notion d'éternité, il y a une expansion oui, éternelle. même dans la science. Hein, ces modèles cosmologiques dont je parle, enfin, ça sort des équations d'Einstein aussi. Donc, il y a des univers qui sont à expansion éternelle, ou des univers cycliques, ou des univers, ce qu'on appelle fermés, donc qui atteignent un rayon maximum et puis devient un Big Crunch. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de cycle. Mais aussi, il y a des univers cycliques. Bon, tout ça, ce sont des solutions possibles de l'évolution de l'univers. Mais pour l'instant, l'observation semble dire, à cause de l'expansion accélérée de l'univers, que l'univers sera éternel. Donc, ça s'arrête seulement jusqu'à la fin des temps, en quelque sorte. Ouais. Ouais. Ah, mais si c'est la fin des temps, ça veut dire que c'est pas éternel, alors. Bon, c'est infini, donc nous ne serons pas plus là pour... Bon, il n'y a pas de temps. Peut-être que j'ai mal prononcé, mais il n'y a ni fin ni début. Il n'y a ni fin ni début. On est dans une absence de temps. Donc vous arrivez à joindre votre foi dans le bouddhisme, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est culturel, hein, vous êtes vietnamien, donc c'est culturel, mais vous arrivez à le rejoindre, il n'y a pas de dichotomie. Il y a une certaine cohérence. C'était le but de mon dialogue avec Mathieu Ricard, hein, parce que, bon, moi, je me disais toujours que, vous savez, pour moi, l'éveil, c'est l'accès à la connaissance suprême. Donc, quand Bouddha a atteint l'éveil il y a 2500 ans, il a dû voir certaines vérités sur l'univers. Et donc, moi, je voulais savoir si cette vue était cohérente avec donc, la vue d'un scientifique du XXIe siècle. C'est d'où mon dialogue avec Mathieu Ricard. Je n'avais pas l'expertise bouddhiste nécessaire pour répondre à ces questions. Et lui, bon, il était un ancien scientifique qui est devenu bouddhiste. Et donc, il connaissait la méthode scientifique. Je n'avais pas lui expliqué ça. Mais il lisait parfaitement le tibétain, le sanskrit aussi. Donc, le sanskrit où tous les écrits bouddhistes c'est la langue sacrée, en fait. Et parce que Bouddha n'a pas écrit, c'est toujours un enseignement oral. Et ça a été donc écrit par ses disciples. Et donc, voilà. Donc, je voulais retourner aux sources bouddhistes et Mathieu m'a donné ça, en fait. Et donc, voilà. Et donc, j'ai vu une certaine cohérence entre la science que je faisais avec, donc, les principes de l'interdépendance, de l'impermanence et de la vacuité bouddhiste. D'accord. Oui. Vivre, merci Trinh Xuan Xuan, vivre ça a du sens pour vous, Alexandre Jolien, parce que la direction, on parlait de la direction de l'univers en tout début d'émission, mais là, notre direction, on la connaît, c'est la mort dans tout ça. Donc vous, ça a du sens pour vous de vivre ? Oui, pour autant que ce sens ne nous arrache pas à l'instant présent. J'ai parlé avant de charité. Si on est ligoté à l'après, on fait de la charité pour mériter son ciel ou pour purifier son karma. Ça avilit et ça instrumentalise l'autre. Et pour moi, quand on parle de sens, il y a toujours le danger de composer un monde illusoire pour fuir le réel. C'est pour ça que, pour moi, le sens, c'est trouver la signification ici et maintenant, plus que de s'arracher dans un monde hypothétique. Ouais. Mais vous, parce qu'on parlait du bouddhisme avec Trinh Xuan Xuan, vous reliez Jésus et Bouddha. Pourquoi, Alexandre Jolien ? Jésus suffisait pas, il vous fallait Bouddha en plus pour... Alors voilà. Ah ouais, il fallait bien que je la fasse, Alexandre. Le terme suffire, déjà, on pourrait s'attarder. J'aime bien qu'on construise des ponts entre les traditions. Moi, plus je fréquente le bouddhisme, plus je suis enraciné dans le christianisme. Quand je vous écoutais, je pensais ce soir, je dois aller voir Einstein, Taylor de Jardin. C'est passionnant. Rester dans un puits de ces paradigmes, c'est se couper du monde. Dans l'intériorité la plus pure, au fond du fond,
il n'y a plus d'étiquette. Et pour moi, la religion, c'est une voie vers l'intériorité. D'ailleurs, on cite souvent le Christ qui dit « Je suis la voie, la vérité et la voie, la vérité et la vie. Et la vie. » Mais il dit ça. Mais j'ai remarqué que certains croyants se réapproprient en prenant la parole du Christ en disant « Vous n'êtes pas dans la voie. » Et ce faisant, on se met à la place du Christ. Et pour moi, c'est un blasphème. Autrement dit, figer une voie. D'ailleurs, dans les actes des apôtres, on parle de voie, comme dans la tradition bouddhiste. Moi, je trouve merveilleux de faire des ponts sans tomber dans un relativisme. Ou ni syncrétisme, d'ailleurs. Ni syncrétisme, mais de persévérer dans une voie tout en étant extrêmement disponible à l'expérience qui se vit ailleurs. Mais cette recherche que vous avez, c'est pour vous rassurer. Finalement, Trinh Xuan Thuan nous disait que c'était culturel, quelque part, si j'ai bien compris, votre foi dans le bouddhisme, même si vous y croyez profondément dans le fait de la Renaissance. Non, j'ai mal interprété. On voit pas votre regard, mais j'ai du mal à interpréter là. Oui, non, ça vient certainement de mon enfance au Vietnam, ça c'est certain. La religion bouddhiste est la religion qui est profondément principale. ancrée. Mais il y a ce que je voulais dire à Alexandre Jolien, est-ce que c'est pas aussi pour se rassurer dans cette foi dont nous parle Alexandre? Et je faisais un rapport. Non, pas pour me rassurer. Moi, je pense que pour moi, c'est une philosophie de vie, vraiment. Elle m'aide. Oui, mais vous croyez quand même qu'il y a le cycle des renaissances. C'est pas qu'une philosophie, c'est une religion aussi. Si on croit qu'il y a un cycle des renaissances. C'est un acte de foi. Voilà. Donc. Oui. Mais oui, parce qu'il n'y a pas bien qu'il y a eu des recherches, justement, vous savez, de renaissance, tout ça. Et moi, je m'étonne toujours que... vous savez, c'est comment les Dalai Lama sont choisis. Hein. C'est-à-dire, le 14e Dalai Lama que nous connaissons a été choisi par le rêve de quelqu'un, juste quelques semaines après la mort du 13e Dalai Lama. Alors, quelqu'un a eu un rêve qu'il y avait un enfant, quelque part, dans un village du Tibet, et donc, ils sont venus voir cet enfant. Et les enfants reconnaissent des choses qui appartenaient à l'ancien Dalai Lama, 13e Dalai Lama, et puis il y avait des amis qui reconnaissaient aussi, bien qu'ils ne les aient jamais vus. Hein. Donc, ils ont ramené cet enfant à Lhasa pour lui inculquer donc l'éducation bouddhiste, et il est devenu le Dalai Lama que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, moi, je me dis que si c'est par hasard, vous voyez, de nouveau le hasard revient, si par hasard ils choisissent au hasard comme ça un enfant d'un village, comment donc choisir quelqu'un de si bon, si rayonnant, si lumineux, en fait, parce que si vous l'avez rencontré, hein, c'est quelqu'un qui rayonne la bonté, la compassion, etc., une intelligence extraordinaire. Voilà, quelqu'un qui a là à la fois l'intelligence et la sagesse. Et donc, moi, je me dis que c'est pas le hasard. Vous voyez, de nouveau, vous voyez, comment par hasard, parmi tous les enfants des villages tibétains, trouver quelqu'un de si exceptionnel, en quelque sorte. Donc, pour moi, ça me pose question. Vous voyez, c'est pas... Donc, voilà. Donc, il y a quand même mon esprit scientifique essaie de justifier quand même cet acte de foi. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de démonstration de renaissance, bien sûr. Bien sûr. Oui, Anne Damrico, vous vouliez dire quelque chose? C'était le mot exceptionnel. Oui. Exceptionnel. La question, c'est est-ce que le sens n'est pas exceptionnel? Le sens. La question que nous nous posons. Oui. Est-ce que c'est pas une exception? Le fait de vivre. C'est pas le hasard. Mais il y a une exception, oui. C'est une exception. Est-ce que notre univers est exceptionnel? Ça n'en fait pas forcément quelque chose de programmé. C'est plus mystérieux que ça. Donc, moi, je suis en apprentissage permanent. C'est le doute, c'est la découverte. J'ai la chance de pouvoir faire de la recherche aussi en Inde et en Chine. Et mes collègues ont d'autres religions, d'autres convictions, d'autres pratiques. Ça m'arrive de participer à leur rite. Et je découvre
Donc c'est toujours aussi une remise en cause de ce que j'ai appris. Je dis, pourquoi est-ce que je serais née dans la meilleure religion Vous parlez du catholicisme. de ma religion catholique? Pourquoi ce serait celle-là? Voilà, voilà. Alors, c'est aller à la découverte, oui. La découverte, toujours apprendre. On a cette chance de pouvoir voyager. Et je suis... moi, je suis toujours heureuse quand je rencontre des personnes qui sont croyantes. Ça me fait du bien. Mes collègues ont d'autres religions, d'autres convictions, mais on est tous chercheurs en préhistoire. On est toujours posés face à cette question de nos origines. Et quelle que soit leur manière de croire, quelle que soit leur culture, sikh, bouddhiste et autres, on se retrouve sur l'essentiel. Bien sûr, on pense que l'humain a une raison d'exister. On est toujours touché par les mêmes injustices. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui nous emporte. Et que la destinée de la Terre, elle nous touche tous. Des personnes que je n'avais jamais rencontrées, des jeunes Chinois, on parle de la même chose. On s'entend sur le fond. Au-delà des singularités, au-delà des différences, au-delà des cultures différentes. C'est quelque chose qui nous transporte. C'est peut-être la transcendance. Et le sens fait... On est saisi à ce moment-là. C'est-à-dire, mais il y a une dimension universelle au-delà de notre singularité. Qu'est-ce que c'est la place de notre planète dans l'univers? Elle est exceptionnelle. Cette position, cette concordance de tous les paramètres, la bonne distance, elle n'est pas trop loin, elle n'est pas trop froide. C'est pas de la glace, c'est pas du gaz, c'est pas Vénus, c'est pas Mars. Mais pourtant, on n'est rien. Hein. Et on n'est rien, on n'est même pas une tête d'épingle, on vient juste d'apparaître. Et on est capable d'écrire des équations, On voit qu'elles marchent, ça fait des bombes atomiques. Donc il y a quand même quelque chose d'assez pertinent. C'est pas du hasard quand on est capable d'écrire des équations. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on peut écrire on invente les mathématiques, mais on a cette aptitude à inventer des mathématiques. Quand on passe à la pratique, on peut faire du bien, on peut aussi bien donc, dans la destruction. C'est un grand point d'interrogation, l'humain. Et en même temps, il faut rester dans ce questionnement. Une fois qu'on est cadré, une fois qu'on a une réponse, si on n'y bouge plus, il ne se passe plus rien. Donc il faut être, oui, toujours dans l'ouverture, dans la rencontre, et se dire, revoir peut-être un peu ses convictions, se laisser déranger, se laisser surprendre, et puis accepter qu'on s'est peut-être complètement trompé. Surtout en science, on n'a pas la vérité absolue. On s'intéresse aux origines de l'homme, c'est un privilège. Mais voilà, il faut être humble et savoir qu'on a quelques repères. Et ma foi, si on est tous d'accord pour se dire que cette terre, on l'aime, toutes ces espèces animales, on les aime, et qu'on n'a pas envie de voir tout ça disparaître, c'est que bon sens, ça fait sens, quoi. Il y a quelque part qui fait sens. Le sens appelle, le sens nous interpelle. On ne peut pas le laisser disparaître. Donc l'importance du point d'interrogation aussi. Si Rester ouvert, toujours dans le questionnement. Oui. Et des réponses arrivent, mais elles ne sont jamais définitives. Et comme je dis, on a un processus en cours, on n'a pas fini d'évoluer. On n'a pas fini de se redresser et d'avoir des capacités de perception, de créativité aussi. Il n'y a pas que les scientifiques qui savent parler, il y a tous les artistes, tous ceux qui savent laisser passer des inspirations, des images. Il y a du génie partout. Merci Anne d'Ambricourt. Pour conclure, Alexandre Jolien, donc vivre sans pourquoi, là on s'en est posé beaucoup de pourquoi. Et votre dernier livre s'intitule Vivre sans pourquoi. Pourquoi? Non mais pour conclure, moi, vivre sans pourquoi, c'est déjà s'arracher à la dictature de l'après, pour essayer d'être pleinement dans l'ici et maintenant. Et c'est en ce sens qu'il y a un pourquoi qui est de l'ordre d'un rajout sur le réel qui nous prive d'exister vraiment. Et c'est pas le pourquoi des enfants qui témoignent d'un émerveillement face à l'être et au monde. C'est un pourquoi qui est rabougri et tourné vers lui-même et qui se coupe du monde tel qu'il se donne tous les jours. Oui. Donc c'est pas vivre sans pourquoi, mais c'est plutôt vivre en revenant au pourquoi de l'enfant. Alors, ce qui est vrai pour les scientifiques aussi, au pourquoi de l'enfant. Rester un enfant, oui. Merci Trinh Xuan Xuan, Alexandre Jolien, Anne d'Ambricourt
d'avoir participé à notre rencontre Et Dieu dans tout ça enregistrée en public au Collège des Bernardins. Trinh Xuan Thuan, je rappelle que vous êtes astrophysicien, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques dont La Mélodie secrète, Le Lotus et le Cosmos, et le dernier en date, Face à l'univers, c'est aux éditions Autrement. Alexandre Jolien, vous êtes philosophe et écrivain, vous êtes homme aussi, vous dites, vous êtes homme et écrivain. Au cas où il y avait des doutes. Et philosophe. Parmi vos livres, je peux citer L'éloge de la faiblesse, Petit traité de l'abandon, Pensée pour accueillir la vie telle qu'elle se propose. Et votre dernier livre s'intitule Vivre sans pourquoi, itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée. C'est aux éditions de l'Iconoclaste Seuil. Anne d'Ambricourt, vous êtes paléoanthropologue, chargé de recherche au CNRS. J'ai repris la phrase, qu'elle est géniale, spécialiste des origines embryonnaires du redressement du système nerveux dans la lignée humaine. Je vais la prendre. Vous faites partie donc du collectif d'auteurs pour le livre Les sciences face à la création. C'est aux éditions de l'Emmanuel et presse universitaire de l'ICES. Et vous êtes l'auteur de La légende maudite du XXe siècle, l'erreur darwinienne. C'est aux éditions La Nuit est bleue. Merci à vous d'être venus au Bernardin. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs pour leur écoute et leur fidélité. Cette émission a été produite par Radio Notre-Dame, le Collège des Bernardins et Ariel Combépine. Très belle vie à vous. À très bientôt. Merci.